un des plus ingénieux et prospères mécanos du Rwanda. Entrepreneur infatigable, il est le fondateur et le président directeur général de ATCAR. Léandre Munyororo, bienvenue à notre émission. Oui, merci. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Et la famille? La famille va bien. Ouais, et le travail business? va bien. On essaye, on pousse. Ouais, ça c'est sûr. J'ai confiance en vous. Oh, Monsieur Léandre, comment est-ce que vous êtes devenu mécanicien? Je suis devenu mécanicien. D'abord, c'est parce que mon père était mécanicien. Ouais. Et après, il gagnait bien sa vie. À l'époque, on était à Bujumbura. Ouais. Il gagnait bien sa vie et puis il était respecté. Et je trouvais que quand même c'est un bon métier. J'ai opté à suivre la mécanique. Et en plus, à la maison, chaque fois, mon père avait des voitures à réparer, il réparait les machines de ses amis et il gagnait bien sa vie. Alors ça m'a incité à suivre aussi la mécanique. Bon, j'ai fait l'école primaire. Après mon école primaire à Bujumbura, je suis allé faire l'école secondaire, une partie à Bujumbura, une autre partie à Uvira, au Congo. Après, je suis retourné à Bujumbura. J'ai fait une année à l'école technique, une année préparatoire. Après, j'ai fait 2 ans d'école de mécanique. Et par après, je suis allé à la coopération technique allemande. À l'époque, c'était ATA. Ouais. J'ai fait 2 ans. Et à l'époque, quelqu'un qui terminait là-bas, on apprenait la mécanique. Quand on terminait, on demandait du travail ou on était déjà embauché là même. Avant de terminer les études? Oui, quand on terminait, on était embauché. Ouais. Et on travaillait pour la direction générale de route parce que c'était financé par la coopération technique allemande. Et c'était pour former de bons techniciens au Burundi qui peuvent travailler dans le ministère pour améliorer la qualité du travail de leurs machines et de leurs camions au niveau de la direction générale de route. Alors on a terminé, après on a travaillé là-bas. On était vraiment des bons mécaniciens. Et après, on a évolué comme ça. Ouais. Donc c'est votre père qui vous a inspiré à être mécanicien. Ouais. Et vous avez suivi une formation en mécanique. Ouais. C'était avec quelle école? J'ai fait une année préparatoire à la CEFA. À l'époque, c'était au Jabé. Ouais, je connais CEFA. Ouais. Ouais. Après, je suis allé faire 2 ans à la coopération technique allemande. Ouais. Donc à l'époque, c'était 3 ans. Et on a été embauché et puis on a continué à travailler. Donc vous êtes mécanicien de formation. De formation. Et puis c'est le travail familial. Ouais. Ça c'est génial. Ouais. Oui, et vous avez commencé à travailler avec la coopération. Oui, quand on a terminé, c'était l'année vers 1978 qu'on a terminé, 1980. Et après 1982, on travaillait dans les routes au Burundi, 81, 82, 83, 84. Et en 85, j'ai arrêté de travailler dans les chantiers. Je suis allé à la direction générale de route. C'était un grand garage qui était là. Je travaillais comme tous les mécaniciens. Après, je suis devenu chef d'équipe de section engins lourds. Là, je faisais les engins de construction routier, les niveleuses, les bulldozers, les pelles chargeuses. Je travaillais là-bas. Après, le salaire n'était pas vraiment suffisant. J'ai quitté. Je suis allé travailler chez Electrodiesel. C'était un garage pour un Belge
on travaillait vers le lac Tanganyika, et on a travaillé avec lui. Là, il avait des grands contrats pour l'installation des lignes électriques au Burundi. On a fait la ligne électrique Rwegura à Bujumbura. On a fait la ligne électrique Bururi, Rutovu. Et tout ça, on faisait les va-et-vient. On avait aussi des contrats avec les usines AT, les OTB, tellement qu'on avait beaucoup de travail. Et là, ça m'a beaucoup aidé à être chauffeur, mécanicien, aller sur chantier. Tu conduis toi-même, tu vas travailler sur un engin, tu ne connais pas ce que tu dois faire, mais ce qu'il y a comme problème. Donc tu y vas pour trouver une solution, pas pour travailler comme ça. Tu y vas, tu dois rentrer, tu vas dépanner une machine ou un camion ou une voiture, réparer et terminer tout. Donc c'était vraiment un travail qui m'a beaucoup aidé dans ma formation. Ouais. Et comment vous êtes trouvé au Rwanda ici exactement? Je me suis retrouvé au Rwanda juste après, quand on était à Bujumbura. Bon, on était bien à Bujumbura, j'avais un bon travail. Et après, au Rwanda, il y avait la guerre. Quand il y a eu la guerre au Rwanda, j'avais beaucoup d'amis qui disparaissaient à Bujumbura. À l'époque, moi, je ne savais pas là où ils sont partis. Ouais. Quand il y avait la guerre au Rwanda, il y a les amis qui viennent et me disent, tu sais, tel il est au Rwanda, c'est un militaire, tel il est au Rwanda, c'est un militaire, tel il est au Rwanda, c'est un militaire. Ah, je dis, Allah, ok, j'y vais, je vais voir. Au mois de mai, après juste la guerre, j'ai pris ma camionnette, j'avais une camionnette à l'époque, Ouais. une Peugeot 504. Ouais. Je suis venu au Rwanda, c'était une catastrophe. J'ai retrouvé quelques amis, et c'était du n'importe quoi. Ouais. Je suis retourné encore au Burundi, tellement que je faisais des va-et-vient. J'allais à Bujumbura, je revenais ici, À un moment, au Burundi, ça a pété. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Au Rwanda, il y a l'avenir quand même. C'est un pays qu'il faut recommencer à zéro. Moi, j'y vais, je veux aussi travailler avec les amis, je veux relancer ce pays avec les amis, parce que beaucoup d'amis étaient là, et qui étaient militaires, les amis qu'on travaillait ensemble au Burundi, qui sont rentrés ici. Alors j'ai décidé. Un jour, je suis rentré à Bujumbura, j'étais à Kigali. J'étais déjà, je ne sais pas comment dire, vacciné de rentrer au Rwanda. Au Rwanda, ouais, ouais. Je suis descendu à Bujumbura, j'ai dit à ma femme et à mes enfants, j'ai dit on part au Rwanda. À l'époque, j'avais ma petite camionnette, j'ai mis les enfants, mes matelas et les casseroles dans la camionnette. On est rentré au Rwanda. C'était vers le mois de juillet. On est arrivé au Rwanda et on a commencé la vie avec tout le monde. Et là, tu es venu avec un travail en vue, promesse de travail Non, j'avais pas de promesse, j'avais rien. Mais ce que je savais, je connaissais mon travail, je connaissais ce que je devrais faire. Et au départ, quand je suis arrivé, j'ai travaillé, j'ai aidé les militaires parce qu'il y avait pas, il y a les voitures qui roulaient, mais quand la voiture tombait à panne, les gens y jetaient là, ils cherchaient une autre. J'ai d'abord aidé à des amis militaires, réparer leurs voitures. Et, petit à petit, le pays commençait à se reconstruire, les gens commençaient à revenir. J'ai demandé du travail comme tant d'autres. Voilà. Et tu l'as trouvé? J'ai trouvé du travail. Au départ, j'ai trouvé du travail au garage établissement rwandais. À l'époque, c'est eux qui représentaient VW et Land Rover au Rwanda. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait un examen, je l'ai réussi, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé là-bas, je pense que c'était
une année ou quelques mois. Et après, il y avait la Rwandaise qui cherchait un chef de garage adjoint, un mécanicien qu'il connaissait, parce qu'ils avaient le responsable du garage à l'époque. C'était quelqu'un qui faisait la carrosserie, les histoires de peindre, de bosselage des voitures, mais il n'y avait pas un bon mécanicien. Ouais. J'ai fait un test, je l'ai réussi. J'étais embauché comme chef de garage adjoint. Ouais. Bon, je connaissais personne dans ce pays mieux placé, non. J'ai fait l'examen, je l'ai réussi, je commençais à travailler comme tout le monde. Alors la Rwandaise, comme le patron n'habitait pas ici, mais il avait un directeur technique qui était belge aussi, qu'on était ensemble. Lui, on travaillait ensemble au garage et on a travaillé ensemble jusqu'à ce que la famille Goradia, c'est le patron de Akagera Motor, ouais. Ils sont venus ici, ils voulaient s'installer au Rwanda. Ils m'ont retrouvé là-bas. Ils te connaissaient déjà? Je me connaissais à Bujumbura. À Bujumbura, j'étais vraiment bien connu partout. Ouais. Ouais. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ok, ça c'est les gens de chez nous. Je les ai incités à leur montrer tout ce qui est l'installation de la Rwandaise, comment elle était, et voir le magasin, tout ce qui était là. Après, ils étaient convaincus, ils ont acheté. Ouais. Alors on a continué à travailler ensemble. On a travaillé ensemble depuis 1997-98 jusqu'à l'an 2001. Alors là, je commençais à hésiter. Ouais. Je me posais la question moi-même. Je me disais maintenant, à l'époque, je pense que j'avais une trentaine d'âge ou 40. En 2000. Ouais. Mm-hmm. Alors je commençais à penser plus loin. Je dis, mais ça c'est mes patrons. Est-ce que quand j'aurai plus de 50 ans, ils vont encore me respecter comme ça? Ils me respectaient. Mais quand je vais commencer à vieillir, est-ce que j'aurai encore ce respect? J'hésitais. Alors je me suis dit, il est grand temps de travailler pour soi-même. Parce que je connaissais mon travail et je crois beaucoup en Dieu. À Dieu. J'ai dit, je prends les risques. Mais j'hésitais, hein. Je disais, est-ce que, comme je vais partir, est-ce que je vais réussir? D'un côté, j'ai dit, je vais réussir. L'autre côté me dit, si tu ne réussis pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Ouais. Mais l'autre cœur me dit, non, vas-y, tu ne peux pas rater, tu dois réussir. Ouais. Et j'ai démissionné comme ça. Je n'avais pas de sous à l'époque, hein. Ouais. Mais j'avais une petite maison. Ouais. Je me suis dit, mais je ne suis pas locataire. Tu avais déjà acheté une maison ici? Ouais, j'avais déjà acheté une maison. Je ne suis pas locataire. Et j'avais ma camionnette dont je suis venu du Burundi. J'avais une petite voiture Suzuki Swift que j'avais achetée ici. Ouais. Je me suis dit, bon, comme je veux commencer, je dois trouver un agent de recouvrement. Et la camionnette peut travailler au garage. J'avais deux choses. Ok, j'y vais et ma tête. Ouais. Et mon Dieu. Ouais. Je suis parti. Alors je commence. Je n'avais pas de sous. Je suis allé contacter un ami. C'est aujourd'hui il est retraité. Je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit, est-ce que vraiment tu connais le patron de la BCDI? C'est un gars du Burundi, mais je veux qu'il m'avance de l'argent. Moi j'ai la tête. Je suis sûr que je suis honnête, je ne peux pas lui escroquer. Et j'ai ma tête, je suis sûr, s'il me donne l'argent, moi je vais rembourser cet argent. Ouais. Il m'a dit, tu veux le voir? Je veux le voir. Ok, on y va. On est parti. On a vu le vieux Kalissa. À l'époque, on l'appelait PDG. Ouais. Alors, il m'a présenté. Il dit, bon, lui, il connaît bien son travail, mais il n'a pas de l'argent.
tu veux ouvrir un garage? Alors il m'a posé la question, tu es sûr que tu veux ouvrir un garage? J'ai dit, oui, moi je suis sûr, je veux ouvrir un garage et je connais ce que je dois faire. Est-ce que tu es prêt qu'on puisse s'associer? J'ai dit, d'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Moi, je suis d'accord. Ok. Il m'a proposé, il m'a dit, ok, moi j'ai un garage sur la route du poids lourd. Toi, tu vas gérer le garage, mais on va s'associer 50-50 et moi je te donne la capitale du départ. Ouais. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu veux combien? Moi, 10 millions, ça me suffit pour commencer. Juste 10 millions, Ouais. Et à l'époque, 10 millions quand même, c'était beaucoup. C'était quelque chose. Hein. C'était vraiment beaucoup d'argent. Ouais. Ok, il a appelé son staff pour demander s'ils me connaissent. Ils sont venus, ils me connaissaient, c'était mes potes. Et c'était parti. On est descendu ensemble, il m'a montré la parcelle. Il n'y avait rien dans la parcelle. J'ai commencé à zéro. Installer un garage, construire les hangars, construire la salle de peinture, préparer les bureaux, tout. On a commencé. C'était en quelle année déjà? C'était en 2002. 2002, ok. Chez Akagera Motor. Je connaissais les mécaniciens. Quand je suis parti, c'est moi qui formais l'équipe. J'ai dit à 3 ou 4 jeunes hommes, vous venez, on part ensemble. Moi, je vous donne du boulot et je propose un salaire supérieur à Kagera. Ils sont venus, on a commencé. Dur, hein? Donc, vous avez commencé avec 4 personnes. Ouais. Et Kalissa m'avait donné 2 personnes. Une secrétaire et une sentinelle. C'était le chef de la sécurité. Ouais. Et c'était parti. Ouais. Ma conviction était, je dois réussir. Et pour réussir, c'était quoi? D'abord bosser. Il ne faut pas compter sur l'argent. Travail, l'argent va venir. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à bosser. Juste après une année, je voyais déjà les résultats. Ouais. Parce que j'avais tous les clients, tous les gens qui faisaient réparer chez Akagera. Quand je suis parti, ils m'ont suivi. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai les mêmes clients. Ouais. Fidèles. Les UNICEF, la Banque mondiale, PNUD, les ambassades. Les ambassades, tous les ambassades. Ouais. Et alors, c'était parti. Jusqu'aujourd'hui. Avant, on était locataire. Ouais. On logeait, on louait les garages. Ouais. Mais je rêvais toujours. C'est que moi, je pense que c'est un défaut. Mais de l'autre côté, quand je réfléchis plus, c'est des qualités aussi. J'ai toujours des ambitions d'améliorer, d'aller un peu plus loin. Ouais, ouais. Là où je suis, je pense demain, pourquoi est-ce que je ne peux pas arriver là? Vous êtes visionnaire, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que je ne peux pas arriver là? Qu'est-ce qui me manque? Il me faut faire ça. J'essaye de tous les côtés. Je le fais. Et on est arrivé à acheter notre garage propre. Là où vous êtes maintenant? Et là où on est, c'est pour Atekar. Ouais. C'est quelque chose quand même qui n'est pas Ouais, facile. ouais, ouais, des normes. Des normes. Qui n'est pas facile. On a essayé de travailler dur. On se prive de beaucoup de choses pour arriver à ce qu'on a rêvé. Ouais. En fait, c'est ça. Parle-moi de vos premières 5 années. C'était comment? C'était difficile. Ouais. C'était difficile. Heureusement que j'avais beaucoup d'amis. Et à l'époque, je ne priais pas beaucoup. Je faisais le garage, les cabarets, les contacts, sortir dans des boîtes de nuit. Mais c'était difficile. Mais ce que je peux dire de gloire à Dieu, c'est parce que mes amis m'ont été aussi fidèles. Ouais.
ils croyaient à moi et ils m'ont soutenu. Hein. J'avais des amis qui me soutenaient. Vas-y, tu dois réussir, tu dois travailler dur. Et les 5 premières années, mais les 5 premières années à l'époque, c'est là où il y avait l'argent. Ouais. L'argent était là, on travaillait, et on gagnait quand même, on sentait qu'on gagnait. Ouais. Et petit à petit, et les 5 premières années, c'est là où on était locataire. Ouais. Arrivé après 10 ans, on est arrivé à acheter un garage. Et après, on payait la banque, hein, mais quand même le garage nous appartenait. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui. Et après combien de temps vous avez réalisé un bénéfice d'après la comptabilité? Notre bénéfice commençait à se manifester juste après 12-13 ans. C'est là où on commençait à sentir que quand même là on commence à gagner. 12-13 ans. 12-13 ans. Parce que c'était dur, hein. On se cherchait encore. On essayait de travailler. On essayait on avait beaucoup de malfaçons, on perdait, mais quand même après 12-13 ans, on commençait à voir clair ce qu'on faisait. Ouais. Et quels sont les grands problèmes ou les grands défis que vous avez rencontrés durant ce... Sous-estimer la comptabilité. Mhm. Tu vois que moi je suis mécanicien de formation et je suis un mécano, Ouais. Technicien. technicien. Ouais. Je ne donnais pas vraiment la grande valeur à la comptabilité. Ouais. Mais le jour où Rwanda Revenue Authority est venu me faire le premier audit, c'est là où j'ai vu, ah bon, si je dois travailler, je dois avoir une bonne comptabilité et je dois respecter les réglementations fiscales. Ouais. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à voir clair alors. Ouais. Parce que là, ça m'a ouvert, rentrer même dans la gestion, savoir les termes comptables, savoir tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit respecter. Et j'avais peur d'ailleurs de ne plus retomber. Parce que quand ils m'ont fait l'audit à l'époque, j'ai voulu fuir le pays. C'est vrai? Je me suis dit, mais parce qu'ils ont fait l'audit, ils m'ont taxé l'argent. À un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais trouver cet argent? Ouais. Mais je me suis dit, mais quand même, j'ai mis encore mes 2 bras. Pourquoi fuir? Je vais négocier avec eux. On s'entend. On fait un plan. On fait un plan de remboursement. Je vais payer. Après, je vais continuer en ordre. Ouais. Et tout ce que j'ai pensé, je l'ai proposé. On s'est convenu. Ok, on a fait un plan de remboursement. J'ai payé. Et là, j'ai commencé alors à respecter tout. Et à partir de là, maintenant je vois le résultat. Ouais. Parlant de la gestion, surtout la gestion financière, c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Ils ne savent pas vraiment distinguer leur poche et la poche de l'entreprise. Vous voyez? Et avec vous, c'était comment? Parce que quand on commence, on a tendance à utiliser cet argent pour des besoins personnels alors que c'est l'argent pour le business. Et à la longue, ça affecte vraiment considérablement le business. C'était comment avec vous? Pour moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je travaillais dans une société avec de bonnes structures, à Kagera Motor. Ouais. Il y avait la comptabilité et j'étais responsable. Donc, tout ce qu'on faisait, on faisait des réunions, la façon dont on travaillait, on avait une bonne comptabilité et j'avais des ordres de la comptabilité. Alors, avec ces ordres, c'est ça qui m'a un tout petit peu aidé à structurer d'abord le garage pour savoir si tu veux gagner, il faut organiser le garage dans de telle section et la comptabilité doit être installée là.
Et il faut respecter ça et ça. Mais comme on était patron et on n'avait pas quelqu'un qu'on doit rendre compte, des fois aussi ça arrivait. Il y a un client qui paye, tu prends l'argent, tu mets dans ta poche. Ouais. Mais à la fin du mois, tu te retrouves, il y a un problème de salaire. Je me suis dit à un moment, non, ça, il faut qu'on arrête ça. On doit trouver une ligne directive. La ligne d'argent doit aller vers la caisse. Ouais. Et à partir de là, je dois avoir mon salaire. Mon salaire. Et je dois gérer mon salaire. Comme tout autre Comme employé. tout autre travailleur. Ouais. Caissière, mécanicien, tout le monde, nous tous, salaire à la fin du mois. Et je dois gérer mon salaire. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Ouais. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai mon salaire, je touche comme tout le monde et je travaille comme tout le monde. Je commence le travail comme tous les travailleurs. Il faut être là à 7 heures, je suis là à 7 heures moins le quart, je programme tout et après on commence à 7 heures, je suis avec tout le monde, je reste au garage avec tout le monde, je quitte le dernier. Ouais. Et il y a des résultats, hein. Les résultats je les vois. Ouais. Et ce que je tirais comme expérience, quand on travaille dur, il faut travailler, l'argent vient. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et ça vous est jamais arrivé que vous passiez 1 mois, 2 mois sans payer des salaires, par exemple? Non. Je peux oser te le dire. Hein. Ouais. Ce mois-ci, le mois de février, depuis maintenant 19 ans que ATCAR existe, ce mois-ci, c'est le mois qu'on a eu un retard pour payer les salaires. En principe, avec la banque, le 30, je dois payer la banque. Le 30, je paye mes salaires pour mes travailleurs. Ouais. C'est ce mois-ci qu'on est arrivé à la date du 3-4 qu'on n'avait pas encore payé, mais chaque mois on paye. Juste un petit retard. Ouais. Oui. Parlons de la situation actuelle maintenant avec la Covid. C'est comment la situation maintenant? Bon, quand ça a commencé, hein, bon, bien sûr, quand l'année passée, au mois de mars, quand on a fermé pour tout le monde. On est resté à peu près 1 mois à la maison, c'était tout fermé. Et après, on a recommencé à travailler. Avant, on ne le sentait pas. Ouais. Parce que quand même, la trésorerie à l'époque, elle était encore bonne. Ouais. Mais au fur et à mesure que les mois passent, il y a les charges fixes qui sont là, il y a des dépenses qui sont là, on dépense. Mais maintenant, on commence à le sentir. On a essayé à mettre quelques travailleurs en chômage, mais de l'autre côté, on se retrouve, on les met en chômage parce que 80% de mes clients, c'est des gens qu'on a des contrats. Et quand on a signé un contrat, je ne peux pas arrêter parce qu'il y a Covid. Non, moi je continue toujours à travailler. Je ne peux pas diminuer j'ai essayé de diminuer le personnel, mais ça n'a pas tenu parce que le travail commençait à traîner et ça affectait l'image de l'entreprise. Alors là, le problème qu'on a eu seulement, c'est les gens qu'on travaille avec, ils travaillent à 30% du personnel. Donc quand nous aussi on fait, et ils ne vont pas au bureau. Et nous, quand on prépare les factures, on dépose les factures, mais il n'y a pas les gens pour traiter ces factures. Alors on a un retard au niveau du paiement. Voilà. Et là, ça nous affecte. Bien sûr, ça affecte la trésorerie. Oui, ça affecte la trésorerie. Et pour le moment, maintenant, on le sent. On sent que c'est vraiment lourd pour nous. Parlons un peu des qualités de mécaniciens, de techniciens en général, notamment l'honnêteté. Beaucoup de techniciens sont malhonnêtes. Dans ce sens qu'ils délivrent parce qu'ils ont promis à temps et des fois font ce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas convenus à faire et après on dit les techniciens vraiment ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment
ne pas être malhonnête. Le travail de mécanicien, c'est à l'époque, il y a 10 ans ou 15 ans, Ouais. c'est là où on traitait un mécanicien d'un cordonnier, mécanicien d'un menteur ou d'un voleur. Ouais. Mais pour moi, je pense qu'il faut faire ce métier, pas pour chercher l'argent à manger, mais faire un travail professionnel. Ouais. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Les gens, ils font ce métier pour trouver l'argent à manger ou à vivre. Et c'est ça le problème. Ouais. Bon, la mécanique maintenant, elle change. Elle a changé et les gens doivent s'adapter avec la nouvelle technologie là où elle va. Ouais. Et pour y aller avec, il faut investir. Investir dans quoi? Dans l'équipement. Investir aussi dans la formation des travailleurs. Les formations, c'est des choses qui coûtent cher. Faire venir, par exemple, quand tu achètes une machine Bosch, par exemple, Ouais. la dernière qui vient de sortir, Ouais. tu l'achètes à peu près 24 000 euros. Tu dois investir aussi pour le technicien ou te faire venir quelqu'un de l'usine ici pour venir former les travailleurs ou prendre un travailleur qui va là, qui va avoir cette formation et venir former les autres ici. Mais moi j'ai une très mauvaise expérience. Avant je prenais les mécaniciens ici, je les amenais en Europe. Et puis il partait. Ils partaient. Alors là, ça m'a causé beaucoup de problèmes. Maintenant, je fais venir les expatriés ici. Ouais. Ils viennent, ils forment les gens ici et ils repartent. Ils viennent ici. Ça coûte cher quand même. Ouais, ça coûte cher. Et quand ils viennent, ils passent la nuit à Mille Collines. Et tu dois payer la voiture, tu dois payer du bouffe pendant 1 mois, 2, 3 semaines. Ouais. Et quand même, ça prend l'argent. Ouais. Et le problème aussi, tu formes comme ça un technicien. À un bout de temps, ah non, patron, moi je pars, je vais ouvrir mon garage. Là aussi, ça devient autre chose. Mais comme il y a des réglementations qui évoluent du jour au jour. Entre autres, je suis le président de l'association des mécaniciens du garage du Rwanda. Voilà. On a essayé de mettre des réglementations. Ouais. On travaille encore là-dessus. Ouais. Et avec ces réglementations, je pense que ça va bloquer à ce désordre qui était avant. Des fuites de cerveau. Ouais. Ouais. Parce que là, je reçois beaucoup de cas. Les gens qui amènent les voitures dans des garages, et les garagistes, ils prennent les pièces, ils volent ça, après ils reviennent chez moi. Je dis, mais moi, je ne peux pas trancher pour un autre garage. Ouais. Mais avec tout ça, on essaie de mettre des réglementations et ces réglementations vont éliminer les gens qui ne sont pas forts. Professionnels aussi. Ouais, et honnêtes aussi. Ouais, ouais. Donc, vous avez été inspiré par votre père. Ouais, ouais. À votre tour, avez-vous inspiré vos enfants à vous? Pas mes enfants. Bon, je prends ça comme mes enfants. Parce que depuis que je suis arrivé dans ce pays, je n'ai que formé les gens. Et je suis content de ça. Parce que j'ai un système du travail avec les mécaniciens. Je fais comme à l'armée. Chaque matin, je fais un briefing avec tous les techniciens. Et tout le monde, chez Akagera, quand j'étais là, j'avais plus de 150 personnes qui travaillaient là-dedans. Je faisais des réunions chaque matin. Et ça m'aidait, tout le monde était open. Ils parlaient, ils disaient leurs problèmes et on trouvait des solutions sur leurs problèmes. Même dans mon entreprise, c'est comme ça que je tourne. J'arrive le matin tôt, je planifie le travail dedans. À 8 heures, quand ils arrivent, on fait d'abord une réunion avec tous les techniciens. On s'organise, toi, hier, tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas terminé? Il le dit devant tout le monde. S'il a des erreurs, on les dit devant tout le monde. Et ça diminue les blablabla. Et je donne des conseils
comment il faut travailler, comment il faut respecter le travail, comment il faut gérer. Ça, c'est théorique. Et en pratique aussi, je le fais. Je reste avec les mécaniciens, je leur montre, je montre aux enfants comment on travaille. J'ai déjà des enfants dans ce pays. Je suis dur dans mon travail. Je suis exigeant. Et ces enfants, quand ils travaillaient chez moi, ils croyaient que moi j'étais dur. Tu es méchant. Le patron, il est méchant, il est mauvais. Mais quand ils commencent à grandir, ils quittent chez moi, ils vont travailler ailleurs. Ils reviennent pour me dire merci. Merci. Vraiment. C'est grâce à toi que nous sommes là. Aujourd'hui, si je travaille aux Nations Unies, c'est grâce à toi. Et tout ce que tu nous disais, maintenant on commence à le voir. Il y a des jeunes qui ont ouvert leur garage, il y a des jeunes que j'ai formés depuis que j'étais chez Toyota, il y a des jeunes qui ont travaillé chez moi. Ils ont vraiment presque tous réussi et grâce à des conseils que je leur donne. Ça c'est génial. En tout cas, vous avez fait un travail génial dans l'industrie de mécanique parce que vraiment aujourd'hui, on est sûr qu'il y a un garage qui va faire le travail sans problème. Et je te dis la vérité, quand on parle de mécanique ici, on entend directement Atecar. Bien sûr, il y a Kagera aussi qui est un garage, mais qui n'est pas abordable pour tout le monde, je dirais, par rapport à Atecar, je crois. Moi, je pense que le seul secret qui est là-dessus, hein, d'abord, il faut croire au Dieu. Il faut croire qu'il y a un bon Dieu qui doit te guider. Chaque matin, tu te lèves, tu pries, tu demandes à Dieu de te guider toute la journée. Et quand tu reçois quelque chose d'autrui, respecte. C'est un investissement pour celui qui t'a amené sa voiture. Ça, c'est ma conviction, moi. Il m'a amené sa voiture, pourquoi? C'est parce qu'il a confiance en moi. Et la confiance, je ne peux pas l'acheter. Non. La confiance, je peux pas, si je perds ça, je n'ai pas de valeur pour acheter cette confiance. Tu ne peux pas récupérer ça. C'est comme de l'eau qui est versée. Alors là, je me dis, mais si ça aurait été pour moi, comment j'allais réagir chez l'autre? Je me donne moi-même la réponse et je réalise ce que moi je pense. Disons, Monsieur X m'a amené sa voiture, je dois la considérer comme si ça aurait été la mienne. Et je fais ce que je sais faire. Comme si c'était ma voiture, comment est-ce que j'allais travailler ça? Je le fais comme si c'était la mienne et le résultat, quand il sort, on a un bon résultat. Bien sûr, on ne peut pas dire dans un garage qu'on réussit toujours. Il y a des fois où on travaille et que ça ne réussit pas, mais on doit toujours penser pourquoi ça n'a pas réussi. C'est faiblesse des mécaniciens, faiblesse d'équipement, faiblesse de ne pas suivre soi-même parce qu'on est patron. On peut être patron et on néglige. Il y a d'autres patrons, là une entreprise comme celui-là, il ne se présente jamais. J'ai des travailleurs, ils vont travailler, moi je vais jouer au golf, je quitte le golf à 10 h, je vais aller au garage à 11 h. Là ça ne marche pas, avec un garage ça ne marche pas. Il faut être là le matin avec tout le monde, commencer le travail avec tout le monde et rester là avec eux. Et le résultat provient de là. Parce que là j'ai l'expérience. Hein. Je regarde quand je voyage pour une semaine. Les travailleurs aussi, ils voyagent aussi pendant une semaine. Donc les voitures ne bougent pas. La qualité du travail n'est pas comme celle qu'on donne quand je suis là. Alors j'ai dit non, c'est pas facile. Il faut rester là, il faut se donner. Et à partir de ça, et la clientèle te fait confiance. Pour moi, rater un client, c'est rater beaucoup de choses. Ça me fait très mal personnellement. Le client est roi, comme on dit. Hein. Parce que ça me fait très mal. Quelqu'un s'est fâché contre moi. Parce que moi, d'après moi, toi, tu es banquier,
moi je suis mécanicien. Si Dieu t'a donné le faveur d'être banquier, c'est être la réponse pour moi. Ouais. Et moi, si Dieu m'a donné, la réponse pour moi. je dois être la réponse pour toi Ouais. dans mon domaine. Ouais. Ça doit être vice-versa. Ouais. Alors si ça ne marche pas comme ça, déjà devant Dieu, on n'est pas correct et devant Ton prochain aussi. tu n'es pas correct. Et là, ça ne va pas. Pour moi, je n'accepte pas. Ouais, ouais. Ça vraiment, c'est de la vertu. Et la mécanique, c'est un travail fort. Et vous avez travaillé longtemps parce que depuis les 80 combien jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas fatigué? Là, pour moi, si je compte les années que j'ai travaillé, maintenant, ça me fait 36 ans que je fais le domaine de mécanique. Wow. Mais maintenant, je commence à le sentir. Ouais. La force commence à diminuer. Ouais. Avant, j'entrais au garage à 8 heures, à 7 heures. J'ai porté mes caterpillars, j'ai couru, j'ai circulé, j'ai dormi en dessous des voitures, j'ai roulé avec les voitures comme un fou. Mais aujourd'hui, la force diminue et l'âge aussi monte. Mais cela ne me dérange pas. Je compte encore travailler quelques années avant de prendre ma retraite. Je dois être correct avec mon métier. J'aime la mécanique. Hein. C'est vraiment... C'est votre passion. Hein. C'est bien quand on est au garage. Des fois, quand j'arrive au garage, je reste dans le garage, j'oublie même de rentrer à la maison. C'est vrai? Oui, je reste là, je regarde de gauche à droite, ce qui ne va pas. C'est ma passion, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous faites d'autre en dehors de la mécanique pour juste balancer la vie, tu sais, c'est pas seulement le travail, il y a autre chose à faire, le social ou le sport ou, je sais pas, le divertissement. Qu'est-ce que vous faites d'autre à part la mécanique? Si vous n'êtes pas au garage, qu'est-ce que vous faites? Allons-y d'abord dans le domaine du garage. J'ai été créé comme mécanicien. J'ai été tenté avec beaucoup d'amis. On change de business. Laisse ça, laisse le garage, on va construire une station, on va ouvrir un magasin d'alimentation, on va faire... Moi, j'ai toujours dit non, moi, je suis créé uniquement pour le garage. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas diversifier le business, faire aujourd'hui ça, faire ça demain, non, non, non. Le garage, ça, c'est ma passion et c'est ma passion. Et c'est ta vie aussi. Ça, c'est ma vie. Ouais. Ok, en dehors du social, j'aime vraiment le social. Avant, je faisais, après le garage, j'allais dans des cabarets, je prenais la bière à l'époque, il y a longtemps. Mais à un certain moment, avec les engagements que j'avais du travail, je me suis dit non, je peux pas. J'ai fait un choix. Satisfaire mon client, parce que quand je buvais l'alcool, j'allais dans mon travail, ma tête ne réfléchissait pas à 100%. Ouais. J'ai pris la décision, j'arrête l'alcool. Ça fait combien d'années que vous ne buvez? Ça fait plus de 10 ans, 12 ans. 12 ans. Ouais, que je ne bois pas. Ouais. Et alors je vais à l'église, je fais mon sport. Ça me fait plaisir. Ou aller chercher les amis le week-end, on va au cabaret, on rigole, j'aime rigoler. Ouais. Ouais, avec des amis, on fait des blagues, on rigole, ça fait plaisir. Ouais. Et de temps en temps, on quitte Kigali, on va au parc, on va Nyungwe, on va Gisenyi, Kibuye, voir les gorilles. C'est ça. Ouais, comme ça change les idées. Et partout là, je fais beaucoup de sport. Ouais. Ouais. J'ai fait vraiment du sport, ça m'a beaucoup aidé aussi. Vous avez fait du rallye aussi, hein? Oui, j'ai fait Parle-moi du rallye, parce que moi aussi je suis passionné du rallye. Je vais faire du rallye au fait.
C'est bien, hein, c'est bien. Mais moi, ce qui m'a incité, c'est parce qu'on préparait les voitures. Quand on préparait les voitures, on devait jouer avec. Et tu as joué toi-même? Ouais, j'ai joué moi-même, Pilote, copilote? copilote. Copilote. Ouais. Ok. Et puis, j'ai fait des rallyes. Mais Ici au Rwanda ou ici au Rwanda. Ouais. Mais quand on commence à grandir, on voit les risques. Si la voiture, un jour, si je fais un accident et que je meurs, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? C'est à cause de ça j'ai arrêté ça. Ouais. Quel conseil peux-tu me donner, moi qui veux me lancer là-dedans? Vas-y, Ouais. vas-y. Parce que le C'est un risque bon là, c'est sport, ça hein. qui m'excite même. C'est un bon sport. Jouer en voiture, c'est quelque chose de bien. Jouer avec la voiture et manipuler la voiture, c'est quelque chose de bien. Même aujourd'hui, les grands rallyes européens, moi je les suis, c'est bien. Ouais. Ouais. C'est toujours intéressant. Comme avant. Avant, c'était intéressant le temps des Moussafiri, des Karomeris. À l'époque, C'était- les organisations étaient bien. Hein. Ouais. Mais même aujourd'hui, avec le club, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là. Hein. Quand même, c'est bien. Ouais. Il y avait une période où ça n'allait pas très bien, mais maintenant, vraiment, ça va avec la jeunesse qui est là. Ok. Je comprends que vous êtes né pour être mécanicien, pour être mécano. Mais si jamais vous n'étiez pas né pour être mécano, qu'est-ce que vous alliez faire ou vous allez être? Ça, c'est pas moi qui peux répondre ça. Hein. C'est le bon Dieu qui peut répondre ça. Parce que ça, c'est mon destin. À part la mécanique, qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Le loisir. Là où je peux encore investir, c'est investir dans le loisir, acheter un bateau, le faire louer aux gens qui veulent faire voyager dans l'eau. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Ouais. Maintenant, tu vas nous parler de 5 règles de succès d'après toi. Juste simple, une phrase, un verbe comme ça. Pour réussir, être correct d'abord. Ouais. Travailler fort. Ouais. Il ne faut pas aimer l'argent. Aimer d'abord ton travail. Quand tu aimes ton travail, tu dois gagner. Là, c'est sûr. L'amour du travail. Tu dois aimer ton travail et être correct envers ton client ou ton prochain. Et avoir une collaboration avec tes travailleurs. Ouais. Vous faites une même équipe. Vous construisez une bonne équipe. Là, vous pouvez réussir. Ouais. Et pour commencer, l'argent est-il très important? Oui, pour commencer, il faut l'argent. Tout ce qu'on fait, il faut l'argent. Mais il ne faut pas aimer plus l'argent que le travail que tu fais. Ouais. Parce que si tu fais un travail qui est bien, l'argent doit revenir. Ouais. Ça doit être réciproque. Ouais. Tu travailles bien, l'argent vient. Ouais. Mais quand tu travailles mal, quelqu'un te paye, mais il ne va pas encore revenir. Et là, ce n'est pas la peine de gagner cet argent. Ouais. C'est mieux de gagner l'argent et le client, il est satisfait. Quand il est satisfait, demain, il va revenir. Et il va dire à une autre personne. Ouais. C'est pourquoi, moi, quand je dis à tout le monde, même à mes travailleurs, moi, je n'aime pas aller à la télé, ou aller dans les newspapers, ou aller faire les publicités. Je peux faire ça, mais je ne connais pas ce que je fais. Après, ce serait ridicule. Moi, je préfère, je fais un travail, le travail va parler. Quelqu'un va demander, ah, qui t'a fait ce travail? Ah, c'est Atekar. L'autre, il va faire la même chose. L'autre, il va faire la même chose. Après, tu es bien. Ouais.
Ouais, ouais. Et vous avez vraiment contribué dans l'économie du pays parce que vous payez des impôts. Oui, sincèrement, quand je vois ce pays, il est comme ça fait plaisir. Ouais. Parce que quand je me rends compte, quand on est arrivé ici en 94, comment ce pays était. Parce que quand Rwanda Revenue Authority a commencé, nous tous on se disait, est-ce que ce truc va réussir vraiment? On doutait. Et ça a commencé petit à petit, c'était difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, sincèrement, dans mes priorités, c'est payer les taxes. Et Vous n'avez jamais manqué à payer les taxes dès lors. Non. Ça, je paye. C'est la première Je priorité. paye très bien mes taxes. Ouais. Et je pense, un jour, on était dans l'association des garages, hein. On faisait une réunion. Il y a un garagiste qui a posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour payer? Le commissaire de douane de Rwanda Revenue lui a dit non, tu approches Léandre, il va te montrer comment on paye les taxes. Wow. Ah, j'ai dit quand même. Wow. Le commissaire sait que moi je paye bien les taxes. Les taxes. C'était ça. Ça, c'est très bien. Ouais. Ça, c'est génial. Et en plus des taxes, vous avez donné du travail aux gens. Oui, j'ai Ouais. fait travailler 68 personnes permanents. Ils ont des contrats et tout. Et j'ai des ouvriers qui travaillent, des journaliers. Ouais. J'ai aussi une vingtaine quand même. Donc, de 80 personnes. Ouais, plus Ouais, de 80 personnes qui travaillent là. C'est quelque chose de costaud quand même, hein. Ouais, ouais. Ouais. Et ce qui fait, moi ça me fait pas mal, parce que je vois que je règle le problème de quelques familles. Bien sûr. Parce que par exemple, un Zamou, quand il vient, il a manqué son père qui est mort. Le matin à 6 heures, il t'appelle, patron, papa y'a fouillé, sinzi chogukora. Ah, tu arrives au garage, le matin, tu payes un cercueil, et tu lui donnes quelque chose pour aller enterrer son père. Quand même, ça fait du bien. Ouais. Ouais, ça fait du bien quand même. Et si vous faites un flashback de là où vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à vous-même? Ça, j'ai dit, c'est gloire à Dieu. Parce que là où j'ai commencé, là où je suis né à Bujumbura, Ouais. dans une famille très pauvre. Ouais. Mon père était un mécanicien. Même pour trouver à manger, c'était difficile à Bujumbura. Ouais. Mais voir là où je suis aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je peux dire c'est une bénédiction, je peux dire, parce que là c'est quelque chose de trop lourd, je peux dire. Ouais. Bon, bien sûr, là où on était au Burundi à l'époque, je peux aussi me contredire, on n'était pas vraiment très Très pauvre. pauvre, ouais. On vivait la vie moyenne. On avait à manger, on avait une maison à vous. À nous, Ouais. on avait la vie. C'était une vie moyenne, Ouais. modeste. Que je peux pas vraiment minimiser pauvre, aussi. pas vraiment Ouais. pauvre, parce que Je peux on pas était minimiser voisins. ça. Moi, j'allais te contredire là quand On tu ne as peut pas dit. minimiser ça. Ouais. Et en plus, j'étais au Burundi, quand j'étais jeune, à l'âge de 22 ans, j'avais déjà une voiture. Hein. Imagine. Ouais, j'avais une petite VW que je roulais, je prenais tous mes copains, on sortait dans des boîtes de nuit, on allait dans des booms, j'avais une voiture quand même, Ouais. c'est quelque chose à dire. À 22 ans, c'était déjà une réussite hein, à Ouais, cette ouais. époque-là. Même aujourd'hui, à 22 ans, acheter une voiture. À 22 ans, 23 ans, j'avais la voiture, j'avais la télé chez moi. Et la chaîne musicale. Ouais. Ah, ça, je sais. Avec un bon tourne-disque.
c'était quand même, c'était pas mal. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes les riches. Non, 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 non. Je n'aime pas ce terme être riche. Je vis la belle vie. La vie, elle est là. Vous êtes aisé. Je suis à l'aise. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Mhm. Si je veux voyager aujourd'hui, j'ai la possibilité de voyager. Si je veux faire quelque chose, je peux le faire. Et c'est bon. Ouais. 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 Mais ce qui me fait plus, et je pense que c'est la bénédiction. Je donne beaucoup aux travailleurs de Dieu. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais moi j'aime ça. Ouais. Ouais. C'est pas un défaut du tout. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes gens qui nous suivent, qui voudraient être comme vous, qui voudraient réussir dans la mécanique ou même autre domaine, mais en vous inspirant de votre histoire, voilà. Ce que je dis toujours, moi j'ai des travailleurs aussi qui ont l'âge de mes enfants. Ouais. Ils sont jeunes. Des fois, je prends des enfants de 18 ans, 17 ans qui veulent apprendre la carrosserie ou le travail. Je leur dis, moi je vous considère déjà comme mes enfants et je souhaite une bonne réussite pour vous. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Aimer d'abord le travail que tu fais. Être discipliné. Quand on est discipliné, même si on est bête, on réussit. Ouais. Parce que quand on est discipliné, on respecte les heures, on respecte le travail, Ouais, on les respecte collègues, tout ce qui les est là, tu clients, respectes. tout. D'abord, quand tu as du respect, celui-là il est plus âgé que moi, je dois le respecter. Je ne peux pas lui dire n'importe quoi. Respecter d'abord ce que tu fais. Ne pensez pas et jamais pensez à l'argent. L'argent te détruit. Pensez à ton travail. Pensez à être le meilleur dans ton travail. Arriver le premier, sortir le dernier, suivre ton travail, n'est pas paresseux. Suivre des conseils qu'on te donne, les gens qui sont plus expérimentés que toi. Et après, tu verras. Aimez ton travail. Travail dur, ça viendra, l'argent viendra. Ouais. Il n'y a pas autre secret. Être correct avec les gens. Ouais. Ce que tu dis aujourd'hui, tu le répètes même demain, même quand tu te réveilles la nuit, on te demande la même question, tu réponds la même chose. La même réponse. Ouais. Tu dois réussir. Je demandais donc est-ce que vous voudriez que ça change dans le domaine de la mécanique? Bon, dans mon domaine, hein, quand même, c'est un domaine qui évolue. Je peux te dire, tous les 3 mois, il y a des choses qui sortent. Des changements en technologie, des changements en équipement, il y a des équipements qui sortent. Le Rwanda, c'est un pays qui évolue Très vite. très vite. Et les gens, ils investissent. Ils achètent de belles bagnoles ici. Parce que les bagnoles qui circulent ici, c'est les mêmes bagnoles qui circulent à Berlin, c'est les mêmes bagnoles qui circulent à Paris, New York. New York, c'est la même chose. Alors, dans notre domaine, nous devons aller avec ça, suivre ça. Ouais. Et pour suivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir dans l'équipement. Parce que avec la technologie d'aujourd'hui, ce n'est plus encore les tournevis ou les marteaux. Ce sont des trucs électroniques. Non. Maintenant, il faut les équipements, il faut acheter les machines, il faut les appareils de diagnostic. Et tu ne peux pas faire travailler ces appareils diagnostiques sans formation des techniciens. Il faut former les techniciens. Ouais. Parce que déjà, même au niveau de notre association, c'est un problème que j'ai posé. Et je pense bien, si ça n'aurait pas été le problème de Covid, on devrait avoir un groupe des Allemands avec la GIZ qui devrait nous envoyer les gens, les gens pour venir former nos garagistes. Donc, traînants des traînants.
venir former nos garagistes en électronique, comment l'électronique de base, jusqu'à savoir comment manipuler les grands appareils. Et avec ça, on peut aller avec le monde d'aujourd'hui. Parce que si tu regardes dans 5 ans, si on n'a pas d'équipement qu'il faut et on n'a pas de bons techniciens qu'il faut, il y aura un problème. Ouais. Moi, déjà, il y a des choses qui m'énervaient. Hein. À l'époque, tu te retrouvais quelqu'un qui avait une voiture ici, il chargeait ça sur un camion, prendre la voiture à Nairobi. Tu te rends compte parce qu'il n'y a pas de bons mécaniciens ici. Ouais. Moi, je dis non, ça, c'est pas possible. Il me faut investir, former des techniciens. Ouais. Même aujourd'hui, dans mon garage, j'ai un centre de formation. On forme les enfants. Ouais. Mais comme les enfants, leur niveau aussi n'est pas très élevé, j'ai trouvé des formateurs mécaniciens. Ils les forment en Kinyarwanda. Donc, il fait la mécanique en Kinyarwanda. Ouais. Et ça donne un bon résultat. Ça devient plus facile. Non, Qu'en sincèrement, je te anglais jure- ou en français. moi, je te jure, ça me donne un très bon résultat. Je prends un enfant qui a fait l'école primaire, je le mets au garage, on le forme 6 mois, 6 mois. Dans une année, petit à petit, en Kinyarwanda, il devient un mécanicien. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler anglais, il ne peut pas interpréter l'appareil diagnostique, mais la mécanique de base, comment tester une batterie, pour quand il y a une voiture qui tire à gauche, qu'est-ce que je peux faire, le pinçage, comment on fait le pinçage, pourquoi on le fait, ça on les apprend ça. Ouais. Et ça donne de très bons résultats. Ouais. Ça, il y a très peu de patrons qui pensent à ça. Ouais. Hein. Mais moi j'ai dit, même si je dépense, mais le résultat viendra un jour. J'ai formé ces enfants, un jour, peut-être que moi je ne serai plus encore là, ils vont rester parce que ils vont rester dans la même société. Ouais. Avant, je faisais un garage, dire que c'est mon garage. Mais maintenant, j'ai dit non, ça c'est pas mon garage, parce que moi j'ai pas le droit de fermer ce garage aujourd'hui. Même si je décide aujourd'hui, je ne peux pas le fermer. Il n'est pas à moi, c'est pour l'État. C'est pour le pays, c'est pour la nation. C'est pour tout le monde. Donc j'ai intérêt à former les gens, ils restent là, moi je quitte, les autres ils vont venir. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose que vous demanderiez à l'État? L'État a donné ce qu'il faut. Hein. À donner tout. Il y a les écoles, il y a des bonnes écoles. La législation. Il est bon. Il y a des bons centres de formation dans des écoles. Il y a tout. Maintenant, c'est aux enfants alors D'en profiter. d'aimer ça. Parce que les enfants, ils ont dans leur tête avoir un diplôme. Ouais. Ça ne suffit pas. Ouais. Il faut avoir un diplôme et il faut avoir la tête pour travailler. Et le cœur. Défendre ce diplôme. Ouais. Ça, c'est une autre chose. C'est ça ce que je peux demander aux enfants. Et les enfants qui font la mécanique, c'est un très bon métier. Ouais. Mais quand on le travaille en professionnel, Ouais. on gagne très bien sa vie. Mais les enfants qui font ça pour avoir un diplôme, ce diplôme ne leur arrange à rien. Et ce n'est pas la peine. Ouais. Et pour moi, c'est un très bon métier. Il y a de très belles écoles. L'école que j'ai vue à Kichukiro ici, IPRC. à PRC, Yeah. c'est la même chose que nous, on avait au Burundi. Hein. C'est comme À notre CFA, époque, c'est ETS, à la ETS. coopération technique allemande. Non, la coopération à ATA. technique allemande. C'est les mêmes équipements, Ouais. c'est la même chose. Nous, c'était les équipements allemands, là, c'est des équipements coréens. Ouais. Mais c'est bien. Ouais. Il faut que, si les enfants aiment, ils peuvent aussi devenir très bons. Ouais. Ouais. Alors, pour être un bon mécanicien, il faut passer par l'école absolument. 100%. Ouais. Il faut passer par l'école. Il faut comprendre d'abord la mécanique en théorie, parce que quand tu comprends la théorie, ça va avec des pratiques. Ouais. Et en plus avec l'expérience alors. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, après l'école, j'ai travaillé avec des gens qui savaient, qui connaissaient travailler. Et j'ai accumulé leur expérience et c'est ça aussi qui m'a formé. Ouais. Et surtout à la maison, j'ai regardé comment mon père travaillait. Ouais. Tout ce qu'il faisait, je le faisais petit à petit,
ça m'a aussi motivé beaucoup. Ouais. Ah, ça c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez entendu vous-même, il fallait vraiment que Léandre vienne ici pour nous parler, pour nous inspirer de son histoire. Alors, j'espère que les jeunes gens, ceux qui veulent être mécanos plus tard ou qui veulent être entrepreneurs comme lui, peuvent s'inspirer de son histoire. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous pendant tout ce temps. Et nous vous remercions beaucoup. C'était un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous, Léandre, parce que ça a été toujours mon objectif d'être avec vous, de parler avec vous pour que j'apprenne un peu de vous, de votre métier, de votre parcours, parce que vous m'inspiriez même avant qu'on soit ensemble ici. Et j'espère que les autres vont en profiter. Alors, Dieu vous bénisse et que vous grandissiez toujours donc, dans votre métier, dans votre travail et dans tout le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Ndorezi wacu murinda shyikirwa ibigwi byanyu n'umurage wacu menya amateka mwana w'u Rwanda menya amateka mwana w'u Rwanda uri utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze